bonjour à tous. Alors, où en étions-nous? Ah oui, c'est ça, je vous disais dans la dernière vidéo, la 108, que j'essaierais d'aller en ligne droite au sujet et que j'étais trop blasé pour m'attarder dans le commentaire des soubresauts tragicomiques de l'actualité et des sketchs effarants des pitres au pouvoir. Mais j'ai craqué, et ça m'a pris à peu près 35 minutes de vous dire ça, tout en faisant exactement le contraire. Bon. Alors cette fois du coup, je vais essayer de m'y tenir, non tiens même je le jure sur la tête à flanflan, je vais coller au sujet parce que sinon je vais finir par choper 4 mois de retard, alors soyons sérieux si vous le voulez bien et canalisons notre propos. Bon alors le sujet d'aujourd'hui, j'y viens dans un instant. Mais juste avant, je vais être obligé de vous parler de quelque chose. L'une de mes premières amours, dont je vous parlais déjà au tout début de mes interventions. Vous savez, Leonardo da Vinci à la puissance Galilée matinée de Nostradamus, là, le pangloss au cube, cette bonne vieille chouette à col Mao qui sait tout. Je me vois au regret de me sentir dans l'obligation de refaire un peu le point, parce que quand même, Jacques a dit, ça va, au bout d'un moment, ça va bien. Je suis tombé sur une vidéo, je crois que ça remonte à la sortie du bouquin de Zemmour, où les points Godwin s'étaient remis à voler sur les plateaux télé comme des shurikens, et que ça tombait bien parce que ça nous manquait, qu'on se faisait du mouron, vu que ça faisait au moins 2 semaines que personne n'était passé nous heures le plus sombrisé devant la télé, tendrement, donc on se demandait ce qui se passait, on s'inquiétait à force, alors quoi? On n'est plus nauséabond, on n'est plus un pays gangréné par une haine sourde venue du fond des âges? Enfin, tout est fini entre nous, qu'est-ce qui se passe? Enfin quoi, vous allez pas me dire qu'Adolf Hitler a enfin cessé de s'échapper de sa tombe tous les 2 jours quand même, si? Enfin, bref, on était perturbés, quoi. Mais fort heureusement, à la faveur de la sortie du bouquin de Zébulon, on est rentré à nouveau en code nazi pirate rouge, on a repris nos petites habitudes, on a pu réfléchir à nouveau, tenter de penser l'indicible, bref, il y avait à nouveau des fascistes planqués sous toutes les pierres, et la République était à nouveau en danger. On se sentait mieux, bref, on a retrouvé nos petits repères. Et donc ça a fini par porter sur le plateau de Ce soir ou jamais, ou je sais pas quoi, pour parler vite CSOJ ou JSPQ, les sieurs Zemmour et Attali, pour un débat où nous allions voir opposer les forces du réaquisme franco-ranciste et de l'humanisme mondialisé, transfrontiériste, tout ce que vous voulez-iste et moderne. Donc je vous en mets un bout avant de m'engouffrer à nouveau dans un de mes tunnels. Ça s'inscrit dans une bataille entre 2 idéologies très fortes, 2 grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté », donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Tiens, c'est ça que je voulais vous dire la dernière fois, qu'avant, devant un truc comme ça, moi, je me serais léché les babines en me disant « Oh, Jacques, vous me gâtez. Ce soir, je vais te me le dépecer avec un excellent Chianti. On va passer un moment délicieux en son illustre compagnie. Parce que vous, monsieur, vraiment, vous êtes un cas d'école. Une démonstration arithmétique, une allégorie sur pattes. D'ailleurs, d'aucuns diront que j'abuse, mais... je dois vous confesser que je me demande encore parfois si Jacques Attali existe réellement. Personnellement, sur un plateau télé, avant de débattre avec ce type-là, j'essaye de tendre la main pour voir si je passe au travers de son bras ou pour constater par palpation le caractère concret de son existence physique. Parce que, à l'écouter parler, j'avoue que la thèse d'un hologramme, pilotée par un conspirationniste déterminé à convaincre les gens d'un complot global par la caricature de Jacques Attali, me taraude parfois sérieusement. Je peux vous serrer la main? Non, pas par politesse, Jacques Attali. Enfin si, par politesse, mais pour être sûr de ne pas commenter les déclarations d'une illusion holographique, dans le cadre d'un grand complot tendant à nous faire croire que le monde est véritablement une horrible mascarade, parce que on a du mal à croire ce que vous racontez, avec vos puces d'identité implantées dans le corps pour la traçabilité des objets et des personnes. Attendez, on vous écoute. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un
un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps, implantée dans le corps, implantée dans le corps, implantée dans le corps. Je déconne pas. Et vos histoires de bâtiments jetables à reconstruire tous les 20 ans pour le plaisir de polluer votre monde idéal, à gouvernement unique, qui devrait plus ou moins se confondre avec la finance, si j'ai bien compris, et gérer toujours par les mêmes, par la finance, par la bourse, le droit à habiter quelque part un certain nombre de mètres carrés en fonction de son lieu de travail. Autant dire l'introduction du mètre carré habitable en bourse. Votre monde, où dites-vous, seule une petite élite pourrait transmettre un patrimoine immobilier à ses enfants. Je pense qu'on va déjà dans un grand nombre de pays, vers des immeubles qui ont des durées de vie de 20 ans. C'est-à-dire que ça coûte moins cher à construire, ça coûte moins cher donc à celui qui l'achète, et ça permet de construire un logement comme un bien de consommation beaucoup plus vite, beaucoup plus industrialisé. Donc ça, c'est la tendance longue. On va aussi aller dans beaucoup des villes du monde. Mais ce type de logement a beaucoup moins de valeur dans ce cas. Beaucoup moins de valeur. C'est pourquoi on a une mutation qui commence à apparaître, qui va être quelque chose de très profond. C'est qu'il y aura une distinction entre ceux pour qui le logement pourra être un élément du patrimoine. Ce sont ceux qui ont atteint un certain niveau de revenus et de fortune et qui pourront, par leur épargne, constituer ou se léguer de génération en génération quelque chose qui ressemble à un patrimoine. Et pour tout le reste de la population mondiale, ce sera un petit peu comme c'est déjà le cas aux États-Unis, sauf dans la crise des subprimes, où le logement est un bien de consommation. C'est plus un élément du patrimoine. Et le tout énoncé doctement comme un horizon souhaitable, comme une riante perspective, raisonnable et positive, à la télé, sur Public Sénat et sur Argent Public, sans que personne sur le plateau ne prenne la peine d'appeler les asiles du coin pour leur demander s'ils ont bien recompté leur stock de maboules. Genre, ouais, vous êtes sûr, vous les avez tous? Ouais, parce que nous on en a un sur le plateau, là, et, il a pas l'air bien net quand même. Il nous a déjà sorti des trucs pas croyables, mais là il a amené un de ses bouquins, je me suis dit, faut les appeler. Attendez, je l'ai sous les yeux, je vous la fais courte. Je retrouve la page. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, écoutez, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable, et je suis pour ma part en tant que socialiste contre l'allongement de la vie. Écoutez bien ce qu'il écrit. L'euthanasie sera un des instruments de nos sociétés futures. Donc nous, on s'est dit, on va appeler quand même par acquis de conscience. Donc vous pouvez venir quand? Mais monsieur Attali, vous êtes pas un peu frappadingue quand même au bout d'un moment? Enfin, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous relisez quand vous sortez des trucs comme ça à la page 274 de L'avenir de la vie de Michel Salomon qui vous interviewait dans le cadre de son ouvrage. Enfin, passé 60-65 ans, l'homme coûte trop cher et au bout de la phrase, l'euthanasie comme instrument. Enfin, déjà, dites-le à mon papounet qui les a, les 60 ans, qui les a dépassés, juste pour voir si l'euthanasie d'un petit intellectuel septuagénaire, ça peut pas se faire à moindre coût et d'une baffe de cow-boy dans la tempe. Ce serait moins propre qu'une injection létale, je vous le concède, mais ça coûterait moins cher à la société. Ça pourrait être un instrument... Restons calmes. Donc ce genre de raisonnement, appliqué aux plus de 60-65 ans non rentables selon vous, pourquoi une société future, en tout socialisme, a priori en toute démocratie, pourquoi il ne l'appliquerait pas de fil en aiguille aux handicapés qui ne peuvent pas travailler? Les trisomiques, quoi? Les amputés, quoi? Les paralytiques, quoi? Poubelle? Enfin, écoutez, j'ai pas envie de me mettre un point Godwin tout seul, mais selon les nombreux films que j'ai vus sur le sujet, à trier les vieux et les handicapés de ceux qu'on peut encore utiliser un peu pour leur faire quelque chose de rentable, il me semble qu'il y a un espace-temps où vous auriez certainement fait fureur, non? Bon, en admettant que un cancéreux coûte à la sécu, mais ne rapporte pas d'argent à qui que ce soit, en l'admettant, voulant bien l'admettre. Chambre 18, comment ça se passe? On a Lucas, 5 ans, chance de rémission 80%, probabilité de rechute 60, alors voyons.
bon, on a 2 ans d'investissement public, hein, à peu près, pour 2 ans de maternelle, parents au SMIC, mutuelle low cost, et le traitement coûte? Ah ouais, quand même. Et chambre 1, on a quoi? Le président de la Commission européenne avec un ongle incarné. Bon, on privatise les tâches pour son Altesse, allez hop. Débranche la petite. Ouais, le petit, pardon. Ah, on s'en fout, de toute façon, on va le débrancher. Eh oui, c'est à vomir, monsieur. Ça, je vous le fais pas dire. En effet, c'est infect, hein, comme instrument, hein, mais c'est votre logique à vous, ça. Prolongé mathématiquement dans son aboutissement indiscutable. C'est ce que vous nous dites, hein. Selon que vous serez humain, rentable ou pas, les prophéties de Jacques vous mèneront au trépas. Je sais que c'est pas le débat de ce soir, monsieur, mais ça replante le décor à l'endroit et ça remet en perspective la façon dont il faut interpréter les leçons d'humanité que Jacques Addy Crève-ou-Bosse est venu donner à l'odieux Zemmour. Ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté ». Donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres, ouverture et acceptation du nouveau, du changement. À ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Parce que devenir soi, c'est créer un soi qui ne soit pas simplement une nostalgie du passé, un retour sur des frontières, la fermeture d'un club où on a été très content d'être admis, mais on veut que personne d'autre ne rentre après soi, parce qu'une fois que la porte est ouverte pour soi, on a envie de la refermer pour les autres. Ça, c'est ça qui conduit à la mort d'une nation. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif, et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique. Ouais, parce que... Il n'y a pas que la folie froide du futur de cauchemar cannibale transgéno-cybernétique qu'il prédit et préconise régulièrement. Donc, il y a en plus de ça le culot hissé au rang d'art martial. Parce que pour nous cracher son discours pour le métissage indispensable pour toute nation qui serait pas rancée isolée, quand on est Jacques Attali, faut quand même en avoir un stock considérable. Ou juste, hein, bien sûr, ne pas se rappeler du tout d'avoir dit exactement le contraire devant d'autres aéropages. J'ai l'extrait, ne bougez pas. La population juive stagne, en tout cas ce qu'on appelle en anglais core Jews, c'est-à-dire les juifs ayant 2 parents juifs stagnent, et ceux qui sont venant d'autres communautés, enfin d'autres mélanges, un parent juif sur 2, ou vivant non juif dans une famille ayant un parent juif, sont de plus en plus nombreux, puisque ce sont même plus nombreux que ce qu'on appelle les core Jews. Toutes les communautés juives du monde disparaissent, décroissent, soit en nombre absolu, soit en nombre relatif. Donc la probabilité que la communauté juive représente une part décroissante de l'espèce humaine est une évidence, accélérée par ce phénomène de l'assimilation par les mariages mixtes. On pense aujourd'hui qu'à l'échelle de la diaspora, les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Et les autres ne restent pas dans la communauté. Les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Et les autres ne restent pas dans la communauté. Bon, je l'ai fait courte, hein, parce que sinon on y perdait 10 minutes. Je vous ferai peut-être un pot pourri de ce qu'on pouvait écouter à l'occasion de cette conférence, mais vous avouerez que quand même, hein, et après venir prêcher le métissage à Zemmour, il a beau déjà être bien gratiné à la base, j'ai beau avoir bien l'habitude, des coups comme ça, moi j'en tombe encore de ma chaise. Et une fois au sol, vous voyez, je continue de tomber à l'intérieur de moi-même. Et enfin, écoutez, imputer à Zemmour de vilaine velléité de pureté ethnique, je veux bien, mais quand on est Jacques Attali, c'est du n'importe quoi. Mais rien à battre à la one again, hein, il nous sort un pays qui n'est pas replié sur lui-même, qui sent pas le renfermer, hein, tout ça, ouvert à l'autre, etc.
l'État doit accepter le métissage et si possible massif, etc. Mais dites-moi, monsieur Attali, ça concerne que la France et l'Europe, ou ça vaut pour tout le village global, cette belle ouverture d'esprit, cette belle ode au métissage que vous nous chantez? Enfin, est-ce que ça vaut dans tous les pays du monde? Enfin, pardon, les pays, les hôtels si vous préférez. Parce que je suppose, sans l'avoir vérifié, je vous l'accorde, que vous donnez parfois des conférences en Israël. C'est possible, c'est envisageable. Bon, et du coup, vous êtes allé expliquer ça sur place? Est-ce que vous êtes allé pourfendre ceux qui défendent l'idée de pureté nationale, de pureté ethnique? Vous leur avez parlé de toutes ces histoires de repli sur soi et de xénophobie nationaliste? Ou c'est juste pour notre face ça? Parce que c'est en France ou en Israël que les mariages mixtes entre juifs et pas juifs sont interdits? Éclairez-moi, c'est Zemmour et Le Pen qui le proposent ou c'est Israël qui l'applique? Rappelez-moi un petit peu. Ça m'étonnerait donc que vous vous soyez aventuré à chanter cette chanson sur place, à moins d'avoir fait un AVC entre-temps ou d'être devenu schizophrène. Parce qu'il y a quelques années, vous expliquiez dans une allocution évidemment brillante que la véritable menace pour le peuple juif était le mariage mixte, le fait que de plus en plus de juifs ne soient juifs que d'un seul parent et que la proportion de Kordjou, comme vous dites, diminuait et que c'était un problème mettant en péril le peuple juif, je sais pas quoi, le cauchemar de la disparition du peuple juif, etc. Et que, visiblement, selon vous, un seul parent juif, ça ne suffit pas pour préserver ce que vous appelez le peuple juif. Mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, c'est quoi ce que vous faites là, à part prôner une idéologie de la pureté ethnique et voir le mélange ethnique et culturel comme une menace sur une identité qui vous est chère? Enfin, écoutez ce qu'il nous raconte là, je vous en fais un petit pot pourri, c'est le cas de le dire. Savoir sur qu'est-ce que c'est qu'être juif aujourd'hui dans la France, c'est de se poser la question tout simplement de savoir si le peuple juif survivra au XXIe siècle, en tant que peuple. D'abord parce que rien n'est éternel dans l'histoire humaine. Ensuite, parce que la meilleure façon de résister à une menace, c'est de la connaître, et d'être capable d'en identifier les différentes composantes pour pouvoir lutter contre elle. Et ensuite, pour savoir si ce que nous pourrions appeler le cauchemar de la disparition du peuple juif ne peut pas revêtir des formes bien différentes de celles auxquelles on peut penser. La population juive stagne, en tout cas ce qu'on appelle en anglais core Jews, c'est-à-dire les juifs ayant 2 parents juifs stagnent, et ceux qui sont venant d'autres communautés, enfin d'autres mélanges, un parent juif sur 2, ou vivant non juifs dans une famille ayant un parent juif, sont de plus en plus nombreux, puisque ce sont même plus nombreux que ce qu'on appelle les core Jews. Toutes les communautés juives du monde disparaissent, décroissent, soit en nombre absolu, soit en nombre relatif. Donc la probabilité que la communauté juive représente une part décroissante de l'espèce humaine est une évidence, accélérée par ce phénomène de l'assimilation par les mariages mixtes. On pense aujourd'hui qu'à l'échelle de la diaspora, les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Et les autres ne restent pas dans la communauté. Deuxièmement, en Israël proprement dit, se pose la question évidemment de la population juive par rapport aux populations environnantes, qui sont elles-mêmes de plus en plus nombreuses dans la région et qui, à échelle de 50 ans, seront non seulement plus nombreuses dans l'ensemble palestinien que dans l'ensemble israélien, et à l'échelle de 60 ou 70 ans, plus nombreuses sur le territoire israélien en population non juive qu'en population juive. Donc nous avons clairement à affronter le fait que la population juive est de plus en plus minoritaire, faible et en voie de disparaître. J'ai toujours été frappé par cette définition talmudique qui dit que à la question qu'est-ce qu'être un juif, la première réponse c'est d'avoir un père juif, la seconde réponse c'est d'avoir une mère juive, et le troisième réponse dit pas du tout, ce n'est ni d'avoir un père juif, une mère juive, mais c'est d'avoir des enfants juifs. Vous vous rendez compte, ce qu'il est en train de dire? Répète-lui son discours en remplaçant juif par n'importe quoi d'autre, ce que tu veux, noir, blanc, mince, blond, arabe, le mec te traitera de fasciste, et il te reparlera ouverture à l'autre et métissage, jusqu'à ce que tu te ranges jusqu'à ce que tu te ranges à son diagnostic. Remplace le mot juif par goy, alors là t'es fini, médiatiquement anéanti, pulvéritlérisé. Mais lui, peinard, il nous sort des trucs pires que ce qu'ont jamais osé dire les gens qu'il tense pour leur racialisme, et notamment ici dans le cas qui nous préoccupe, Zemmour. Non mais Jackie, c'est difficilement concevable d'atteindre un tel degré d'hypocrisie. Moi je suis admiratif. Comprenons-nous bien.
Personnellement, je suis pas opposé au métissage. Ma sœur est métisse de vietnamienne et avec la tronche que j'ai strictement rien à gagner à l'arianisation radicale de notre société. Et l'idée d'interdire les mariages mixtes, noirs, blancs, juifs et goy interdits de se marier ensemble, ça me semble aberrant et dégueulasse, et ce, partout dans le monde. Partout. Donc même s'il y a un monde entre ma position et votre prêcha dogmatique et excessif, c'est pas tant ce que vous dites qui me sidère, c'est que vous puissiez le dire avec votre propre bouche sans que vos dents ne se déchaussent de honte. Parce qu'au vu de vos déclarations contraires dans l'extrait que je viens de vous proposer, vous êtes et de loin la dernière personne qui devrait se sentir habilitée à donner des leçons de tolérance et d'ouverture et des injonctions de métissage à qui que ce soit, à la France et même à Zemmour. Et d'ailleurs, on peut à la fois, et c'est mon cas, trouver par exemple que si vous êtes amoureux, il serait quand même stupide de vous priver du bonheur. Bon, on peut donc être ouvert au métissage, à la découverte d'autres cultures, etc., tout en pouvant réfléchir posément à l'idée de la pertinence ou non d'un métissage massif tel que vous semblez nous le prescrire. Parce que moi, justement, dans mon ouverture à l'autre, par exemple, j'espère emmener mes petits au Vietnam. J'espère y manger du pho, j'espère y lire des panneaux auxquels je comprends rien, entendre des gens que je comprends rien de ce qu'ils racontent. Et la dernière chose que j'ai envie d'y voir, c'est des blancs. Moi, j'en ai de chez moi, des blancs. D'ailleurs, j'en suis un, je connais. Et si c'est pour y voir, au Vietnam, des multimétis de noirs et de blancs et d'asiatiques qui mangent des burgers, et qu'au Mexique, en Afrique, en Turquie, et chez moi, au retour, ce soit exactement pareil, bon, ça vaut quand même pas le coup de polluer sur des milliers de kilomètres pour ça. Pareil pour le Japon. Je veux voir et parler à des Japonais en forme de Japonais. Moi, j'aime bien ça, que les gens aient des tronches caractéristiques. J'aime dessiner. Alors, ça me plaît, les différences et le métissage massif, je suis désolé, mais porté dans l'absolu, ça nous emmène vers l'uniformité. Quelque part, c'est cohérent avec les fantasmes de gouvernement mondial et d'effacement des nations, etc. Mais d'autre part, le fait d'être ouvert à l'autre, qui ne nous ressemble pas, devrait conférer à ce projet attalien d'uniformisation à terme de l'espèce humaine quelque chose d'angoissant. Moi, j'ai des Viettes et un Antillais dans ma famille, eh bien, monsieur Attali, je ne rêve pas d'un monde où ils auraient exactement ma tronche et mes caractéristiques générales, où ils auraient pas les yeux bridés, où on les aurait tous, et où la peau de personne ne détonnerait par rapport à la peau d'un autre membre de ma famille. Moi, ça me va très bien comme ça. Je n'ai pas besoin qu'ils me ressemblent pour les aimer. Est-ce que c'est grave, docteur Attali? Enfin, bon, donc je parlerai pas de Zemmour. Enfin, pas tout de suite, j'ai pas le temps. La bite tassorale non plus. Déjà, je devais pas digresser et je digresse pourtant. Alors, je vais pas en plus bifurquer en plein milieu d'une intro qui doit bien durer depuis 10 minutes. Surtout que j'ai promis. Alors... essayons de recoller au propos, ou au moins à l'avant-propos de la digression principale si c'est possible, d'autant plus que j'ai juré quand même. Alors tâchons d'en finir avec les divagations de l'oracle Attali. Si quelqu'un retrouve la conférence où il a dit ce dont je vais vous parler, qu'il me file le lien que je n'ai plus, je l'insérerai en lien dans la vidéo. Notre cher Jacadi prétendait qu'attendu que le temps nécessaire pour communiquer, commercer, voyager avait été formidablement raccourci grâce au progrès, il fallait néanmoins toujours, comprenez-vous, c'est embêtant ma bonne dame, toujours 9 mois pour produire un être humain, et encore quelques années pour apprendre l'anglais par exemple, et que donc les prochains défis scientifiques porteront sur ces fâcheux problèmes. On pourrait imaginer, avec lui on peut toujours imaginer, et quand on peut imaginer, on sent que ça veut dire bien plus, on pourrait imaginer que la science permettra de télécharger directement dans le cerveau My Dad is in the Kitchen, etc. Et pour les bébés, comment on fait? Je me rappelle plus ce qu'il avait dit, mais dans une interview à Slate, il disait « Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes. » qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique et sans même que nul ne les porte. Cela résoudrait un problème majeur qui freine l'évolution de l'humanité. L'accumulation de connaissances et des capacités cognitives est limitée par la taille du cerveau, elle-même limitée par le mode de naissance. Si l'enfant naissait d'une matrice artificielle, la taille de son cerveau n'aurait plus de limite. Et à côté de ça, il nous expliquait que l'avenir serait à des relations sexuelles multiples avec de très multiples partenaires, etc. Ok, Jacques Attali, c'est le type.
il lit Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où l'État produit des bébés en usine étatique, où les gens copulent avec tout le monde sans aimer personne, sans être le père, la mère ou l'enfant de qui que ce soit, sans aucun lien tripal, filial, parental, un monde sans famille comme système de valeurs et comme appartenance qui s'oppose entre l'individu et l'État, l'État qui le produit et le programme pour sa future fonction. Pour n'importe qui, lire ça, c'est un film d'horreur. Enfin, c'est la dictature la plus monstrueuse du film de science-fiction ou du roman de science-fiction le plus alarmiste. Eh bien, lui, il lit ça, il trouve ça parfaitement charmant. Écoutez, le mec, il a envie de faire naître des gens avec des crânes disproportionnés pour faire des gens plus intelligents. Il veut faire ça sans même que ce soit l'évolution naturelle de l'homme. Est-ce ce qu'il vous a dit? La nature est en soi mauvaise. Non, je vais vous passer l'extrait. Enfin, voilà. L'idée que la nature était en soi mauvaise et qu'il appartient à l'homme de la transformer. L'idée que l'esprit domine la matière. Le mec qui lit Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, il trouve ça tout à fait génial. C'est tout ce qu'il souhaite à l'humanité. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Pourquoi s'en méfier? C'est marqué. C'est le meilleur des mondes, donc ça ne peut pas être mauvais. Alors après, on va me dire oui, mais on s'en fout de ce qu'il pense. Ma tante alcoolique rêve d'être enlevée par les extraterrestres. C'est pas pour ça que ça arrive. Ouais, c'est pas faux. Mais est-ce que Tata Poivrotte a conseillé tous les gouvernements de droite et de gauche en France depuis Ramsès II? Est-ce que ta tante peut se targuer d'avoir participé à la rédaction du traité européen en se vantant par-dessus le marché d'avoir fait le nécessaire pour qu'il soit concrètement impossible d'en sortir? Si vous me retrouvez l'extrait, merci. Donc non, ces divagations, il me semble qu'on aurait tort de ne pas les prendre un tout petit peu au sérieux sur un tas de sujets. Alors bon, je ne peux pas compiler ici toutes les préconisations affolantes de ce génie, du genre la nature est en soi mauvaise, il appartient à l'homme de la transformer. Vous imaginez bien que les OGM, il faudra s'y faire aussi et se régaler et s'en féliciter. Mais à l'heure de sa société idéale qui produit les bébés sans individu, vous conviendrez que bouffer du transgénique pour des transhumanistes produits ex nihilo, ex personae en usine, ça n'aurait rien de choquant. Attendez, les mecs, ils vont pas se scandaliser de ça. Ils auront déjà des crânes boursouflés de 25 kilos pour un corps de 12. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ah ouais, allô, j'allais l'oublier ça, le cynisme sociopathique tranquille. Elle aurait pu faire polémique aussi, cette phrase d'Atali, dans un monde normal. Les résignés réclamants qui auraient une mentalité d'assisté, de passif, qui se prennent pas en main et qui réclament encore les miettes d'une richesse dont ils ne comprennent pas qu'elle ne leur appartient pas. Bon Dieu, il vous l'a dit, Jacques Attali. Déjà, l'image de la miette est un lapsus qui rappelle la finalité alimentaire de l'horreur de cette définition de ce monde qui fonctionnerait bien si les pauvres arrêtaient de réclamer ce que les riches gardent pour eux. Il aurait pu dire une part de la richesse, mais il a dit miette. Et il a bien fait, parce qu'au fond c'est ça. Des millions de crève-la-faim réclament le droit de survivre en bouffant des miettes, dont 25 convives considèrent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ces miettes de leur banquet gargantuesque où il y a de la bouffe pourtant empilée à en toucher le plafond, qu'il y a des taches de gras dessus, et que ça empêcherait ce bruit des réclamements, ça empêcherait les ripailleurs de savourer leur 665e homard au caviar de la journée. Oh, s'il vous plaît, les clodos, on est en train de bouffer, là, enfin, vous pouvez arrêter de réclamer comme ça, c'est agaçant, écoutez, j'arrive pas à profiter, on vient de déboucher un dompé, me passer une bouteille à 600 balles, respectez un peu la valeur des choses, arrêtez. Mais du coup, c'est qui les résignés réclamants? C'est nous, les employés qui gagnons déjà 400 fois moins que vos bons amis qui plantent les boîtes dans lesquelles on bosse et qui se barrent pourtant avec des primes mirifiques, mirobolantes, obscènes, pornographiques. Enfin, c'est la veuve ou le retraité qui compte ses 800 € par mois et qui se met en tête que Hollande devrait partager ses futurs 36 000 € de retraite avec lui. Mais c'est qui? C'est les chômeurs ou c'est les employés qui dorment dans leur bagnole
et qui réclament un toit pour pouvoir récupérer leurs enfants. Enfin, c'est eux là qui les résignés réclamants qui ont l'outrecuidance de se plaindre au lieu de devenir eux-mêmes, hein, devenir soi. Enfin, c'est ahurissant ce qu'il peut calmement, posément, avec un sang-froid de détraqué, dire des choses aussi révoltantes, aussi froidement cyniques. C'est morbide un culot pareil. Ça vaut à l'échelle mondiale aussi votre histoire, ou c'est encore une fois que pour la France vos jolis concepts? Est-ce que c'est quoi? Oui, je pense que oui, hein, à mon avis. Les Africains aussi, hein, qui réclament une miette des richesses sous leurs pieds qui leur appartient pas, ce sont des résignés réclamants, hein. Enfin, c'est qui les résignés réclamants? C'est bien ça, on a compris. C'est les 99% de la population qui se partagent inéquitablement la moitié des richesses et qui lorgnent sur l'autre moitié qui appartient à seulement 1% de la population qui reste. C'est eux les résignés réclamants? Non mais... Vous vous prenez pour qui à la fin? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous crachez vraiment ça à la face du monde? Je suis en train de me pincer. Vous avez pas peur que les gens se résolvent un jour à ne plus se résigner, ni à réclamer quoi que ce soit, ni des miettes, et récupèrent tout simplement, directement, de force, les richesses qui appartiennent, selon vous, à juste titre, au peuple des jets et des premières classes? Parce que, ok, je suis votre raisonnement, votre hyperclasse, hein, de petits bonhommes comme vous, là, est le juste vainqueur de la loi du plus fort dans le monde capitaliste. Mais attention, c'est le darwinisme dont vous parlez, c'est la loi du plus fort en affaires, c'est du darwinisme sophistiqué, c'est du darwinisme pour les petits gros et les avortons et les nains. Mais la loi du plus fort avec le petit doigt en l'air, voilà ce que c'est. Parce que au jeu du darwinisme en période de chaos, à coups de pompe dans les dents dans la forêt, si on revient aux règles basiques, c'est plus du tout les mêmes vainqueurs qui sortent du peloton de la jolie compétition du darwinisme qui vous est cher. Enfin, je te plante le scénario. Grèce 2017. Encore pire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'efforts, d'austérité, de pauvres de chômeurs et de plus en plus endettés malgré tout. T'es interviewé et tu es traduit au journal télévisé de la veille et tu leur craches un truc comme ça, qu'il faut payer, maintenant il faut payer ses dettes, hein, et puis ils doivent arrêter de réclamer les miettes et ils doivent se prendre en main et devenir eux des grands garçons, arrêter d'être immatures, et le lendemain, pas de bol, neige, blizzard, tempête, tout ce que tu veux, avion et jet privé cloués au sol, les 4 gardes du corps qui ont la gastro, la police qui répond pas et la foule qui investit l'aéroport avec des plumes et du goudron. Je sais pas s'ils vont devenir eux, hein, dans le processus, mais ils risquent de te prendre en main quelque chose de sérieux. Faudra se résigner à pas réclamer les miettes d'une pitié que tu semblais ne pas avoir la veille pour plus faible que toi quand t'étais encore du bon côté du rapport de force et de l'injustice. Donc, normalement, sur un discours aussi loufoque, avant je me serais délecté, mais... Non, je vais pas m'attarder plus, vous avez compris ça depuis longtemps. Le Gus qui condamne la recherche de la pureté ethnique pour tous et qui derrière pourfend pourtant le mariage mixte pour sa propre paroisse, pour laquelle il prône en revanche la pureté ethnique, hein, qu'il pourfend, je viens de le dire, quand il s'agit de donner des leçons à l'Europe renfrognée, xénophobe, en risque imminent de dégénérescence consanguine. Je crois que ça synthétise bien que vaut la vie de Jacques Attali.